Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus voir mon talk. Ce talk, il a été fait parce que on a commencé à me demander comment apprendre Rust. Moi, j'ai appris Rust de la pire des façons, on va dire. J'ai fait le Rust Book et on va dire que c'était pas la façon la plus adaptée pour moi d'apprendre quelque chose parce que finalement, moi, j'ai juste abandonné l'apprentissage de Rust et je suis revenu que un an après, en ayant fait toute une galaxie de langages différents. Et du coup, quand on a commencé à me demander comment est-ce que marche Rust, j'ai commencé à faire des petits crobards par-ci par-là. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir beaucoup de crobards pour expliquer les différents contextes que j'ai compilés dans des articles. Et ce talk, en fait, ça va être une compression de 3 articles qui va expliquer un des concepts de Rust. Et du coup, on n'a que 45 minutes, donc on va pas aller très loin dans l'apprentissage de Rust, mais je vais vous expliquer un de ces concepts. Je m'appelle Yannick Duverne, plus connu sous le nom d'Akanoa sur les différents réseaux. Donc, mon Twitter et l'adresse du blog d'où sont issus les petits dessins que vous allez voir aujourd'hui. Je bosse à Clever Cloud. Donc, très rapidement, Clever Cloud, c'est une boîte qui fabrique du logiciel pour gérer de l'infra. Et ces logiciels, on les déploie soit sur nos infras, soit sur les infras des clients. Et si vous avez envie de parler de Clever Cloud, je serai dans les confs et il y a le CTO et une autre personne de Clever si vous avez envie de discuter. Du coup, aujourd'hui, nous allons nous poser l'épineuse question de comment est-ce que l'on fait pour libérer la mémoire en Rust. Et pour comprendre ce concept, on va partir sur quelque chose qui est un petit peu bas niveau. Donc on va aller un petit peu dans le détail et après on remontera vers le Rust. Donc ça, c'est le schéma de fonctionnement extrêmement simplifié de tout ordinateur qui existe sur la planète. On va avoir une mémoire qui va être connectée à une unité de calcul, et cette unité de calcul va utiliser ce qui se passe dans la mémoire. Dans cette mémoire, on va venir faire stocker le fonctionnement de différents programmes, et du coup, on va venir segmenter notre mémoire en différentes partitions. Donc là, par exemple, on a 4 programmes qui vont se séparer cette mémoire. Ces petites sections sont eux-mêmes divisées en deux. Enfin, il y a plus de sections, mais nous, on va s'occuper de ces 2 sections principalement. On va avoir une partie qui va s'appeler la stack, et on va avoir une autre partie qui va s'appeler la heap. En français, c'est la pile et le tas. Ces 2 mémoires ont des usages qui sont différents. Dans la stack, on va aller stocker des choses qui vont avoir une taille raisonnable. Donc ça veut dire que vous n'allez pas aller stocker l'intégrale du Seigneur des Anneaux dedans. Et une taille connue. A contrario, dans la heap, on va aller stocker les choses dont on ne connaît pas la taille, des choses très grosses, donc l'intégrale du Seigneur des Anneaux, si vous avez assez de barrettes de RAM pour le faire, et les choses qui ont besoin de réallocation. Donc ça veut dire qu'ils vont changer de taille au cours du programme. Les mécanismes de libération sont également différents. Dans la stack, on va avoir une automaticité de la libération de la mémoire, à contrario de la heap, où tout doit être fait par le développeur. S'il ne dit pas qu'il veut libérer de la mémoire reste utilisée. Et donc, c'est la responsabilité du développeur de faire les choses. On est capable de faire de la liaison logique entre la stack et la heap sous le système des pointeurs qui vont en fait être de dire la donnée, elle n'est pas à l'endroit que je dis, elle est quelque part ailleurs, et donc je donne son adresse. Et on appelle ça des pointeurs. Et on va en bouffer pas mal. Cette heap, elle a un petit problème, c'est que lorsque on est en train de faire du code un peu naïf,
il peut se passer des choses. Donc par exemple, ça c'est du code en C. Je suis désolé, mais c'est la meilleure des façons d'expliquer les choses. Donc on va avoir une fonction main qui va avoir une boucle qui va boucler beaucoup sur une méthode greedy. Et cette méthode greedy, elle va prendre le paramètre i et on va demander au système de créer des cases mémoire dans la mémoire heap pour venir stocker l'entier qu'on a mis en paramètre. On fait des trucs avec. Donc là, on dit que la case mémoire va contenir la valeur de i, mais on oublie de libérer la mémoire une fois que l'on a fait ce qu'on avait envie de faire. Et du coup, ce qui va se passer, c'est avant itération, on va avoir rien du tout dans notre heap, fantastique. On va allouer la mémoire. On va venir utiliser cette mémoire pour faire quelque chose. Donc première itération. Deuxième itération, on va réallouer de la mémoire. Troisième itération, on va utiliser cette mémoire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va commencer à accumuler des choses dans la mémoire jusqu'à qu'on arrive à un moment où on va nous dire non, il va falloir arrêter les frais parce que ça va mal se passer. Et on va avoir un petit truc qui s'appelle l'OM killer qui va venir libérer de force la mémoire, sauf qu'un programme qui perd les données qu'il pensait avoir, bah, on va dire qu'il a la bonne chance de cracher. Et du coup, on va devoir avoir des mécanismes pour venir libérer cette mémoire. Donc la manière historique de le faire, c'est de définir de la libération manuelle de cette mémoire. Donc là, on reprend la fonction de tout à l'heure. Donc on va redemander de la mémoire au système. On va venir utiliser notre mémoire. Et là, on va venir mettre une opération de free qui va dire au système, bah là maintenant, je n'ai plus besoin de ces cases mémoire. Tu peux t'en débarrasser. Ou en tout cas, l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'on va avoir le même système. On va avoir à la première itération, on va avoir rien du tout. On va venir allouer des cases mémoire. Ensuite, on va utiliser ces cases mémoire et on va venir libérer la mémoire. Ce qui fait que virtuellement, pour la heap, c'est comme si on revenait à l'état initial avant la première itération. Et du coup, on va pouvoir allouer, utiliser la mémoire et ensuite la libérer pour finalement avoir un truc qui va pouvoir tourner à l'infini. On peut faire toutes les itérations qu'on voulait avant. Et du coup, pour faire cette libération de la mémoire, on va devoir choisir notre poison. Je m'explique. Soit on choisit de libérer manuellement la mémoire, et du coup, on doit, au moment où on écrit notre code, mettre explicitement les free aux bons endroits, ce qui fait qu'on a une exécution qui est ininterrompue de notre programme. Soit, étant donné qu'on est des développeurs et qu'on aime bien automatiser des trucs, on va demander à quelque chose de venir automatiser cette libération de la mémoire. Hop. Et du coup, on va utiliser ce qu'on appelle un garbage collector, qui est un programme ou un thread qui va tourner à côté du programme qui exécute réellement notre code et qui va s'occuper de faire la gestion de la mémoire. Comment ça marche? En fait, le système va littéralement arrêter le temps et l'espace de l'exécution du programme principal et va venir compter les références d'utilisation de la variable. S'il s'aperçoit que la variable n'est pas utilisée, il va venir libérer la mémoire à notre place. Oh, pardon. J'ai tourné à droite. Le problème, c'est que on va se retrouver avec des périodes régulières de freeze de notre programme. C'est quelque chose qui a été remarqué par les équipes de Discord. Ils avaient l'intégralité de leur back-end qui était écrit en Golang. Golang, c'est un langage avec un garbage collector. Et ils ont vu que tous les X millisecondes, les temps de réponse explosaient.
comprenaient pas. Et comme Discord, c'est de la voix, bah, quand les temps de réponse explosent, bah, le son de la voix devient terriblement compliqué. Et en faisant leurs expérimentations, ils se sont aperçus que c'était le garbage collector qui passait régulièrement et qui venait arrêter leur serveur. Et du coup, bah, les temps de réponse, ils faisaient ouh, 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 ouh. Ils ont tout repassé leur back-end en Rust et tous les temps de réponse sont devenus parfaitement stables. Et du coup, bah, on va se retrouver dans la situation où on va avoir d'un côté le free explicit qui a énormément de problèmes, puisque c'est la responsabilité du développeur de faire les choses correctement. Dans les différents problèmes que l'on va avoir, on va avoir le problème du double free. Donc c'est quand on a déjà libéré la mémoire et qu'on veut la relibérer. Sauf que bah, si on l'a libérée, il est possible que quelque chose d'autre ait déjà récupéré cette adresse. Et pour éviter que bah, on commence à jouer avec des choses qui ne nous appartiennent pas, le système va dire bah non, c'est pas à toi, et le programme va planter. Les leaks de mémoire, je pense que c'est assez explicite. C'est on a oublié de libérer la mémoire et du coup on se retrouve dans la situation que j'ai montrée tout à l'heure. Le early, c'est quand on a un petit peu trop anticipé le fait qu'on devait libérer la mémoire. On libère la mémoire, on veut utiliser quelque chose, sauf que c'est plus à nous. Et donc, même problème que pour le double free, on se fait jeter par le système. Tout ça, ça impose une complexité qui est assez monstrueuse, parce que le développeur doit être en capacité de se visualiser l'intégralité du fonctionnement de son programme avec toutes les libérations et les allocations qu'il peut y avoir dedans. Il y a des outils qui existent pour aider les développeurs, Valgrind, mais ça reste compliqué. Mais en contrepartie, on a quelque chose qui est extrêmement performant, puisqu'on n'a pas les histoires de freeze qu'on peut avoir avec un garbage collector. Ces opérations-là se font à la compilation, et donc bah, c'est au moment où on écrit le code qu'il faut que ça soit bien fait. De l'autre côté, on a le garbage collector. Le garbage collector, étant donné qu'il est automatique, et normalement, s'il est bien fabriqué, il va faire les choses dans le bon ordre. Donc ça veut dire qu'il ne va pas faire de leak de mémoire, il ne va pas faire de double free, et il ne va pas faire du early. Par contre, comme je disais, il y a les freezes réguliers qui font qu'on se retrouve à avoir, si on est en condition de haute performance, des choses qui vont ralentir. Et on va avoir une espèce de discipline vaudou qui s'appelle le tuning de garbage collector, qui consiste à faire des opérations qui ne sont pas réellement utiles dans le programme, mais qui sont utiles pour retarder ou avancer le moment où le garbage collector va freezer le programme. Ça, c'est compliqué. Il y a des personnes qui doivent s'en souvenir. Et on a un programme qui est en sidecar, ce qui fait que pour des environnements très contraints, comme par exemple pour de l'embarquer, ça va être compliqué d'avoir quelque chose qui va tourner à côté. Et ce garbage collector, bah, il va tourner à l'exécution du programme. Et du coup, pour régler tous ces problèmes, j'ai ce que j'ai appelé la troisième voie, qui s'appelle le borrow checker. Donc, le borrow checker, c'est une des pierres angulaires de Rust. Ses promesses, c'est d'être très performant, pardon. Donc ça veut dire qu'on doit avoir le même niveau de performance que pour du code en C. Il doit être automatique, donc ça veut dire qu'on ne veut pas que la responsabilité de la libération de la mémoire repose sur les épaules du développeur. Et donc, on ne veut pas avoir les double free, les early et les leaks de mémoire. Et on ne veut pas de garbage collector non plus. Du coup, il faut trouver une autre manière de comprendre comment fonctionne la libération de la mémoire.
Et on arrive enfin à faire du Rust, maintenant que l'introduction est terminée. Donc voici du code Rust. C'est une structure. J'aime bien le mot Toto, donc je le mets un peu partout dans mes exemples, qui va posséder un champ data de type string. Donc une string, ça va être quelque chose qui va avoir de la donnée qui va être allouée, qui va être important pour la suite. Donc on crée notre petit Toto avec un constructeur. Et on a une interface, si on est en Java. En Rust, ça s'appelle un trait, qui va être déclenché juste avant que Rust dise que ce truc-là va mourir. Du coup, c'est pour ça que Toto doit mourir. Donc visuellement, ça va nous donner un bout qui va être dans la mémoire stack et un bout qui va se retrouver dans la heap. Et un pointeur entre les deux. Donc on écrit un code extrêmement simple. On va construire une nouvelle instance de Toto et on va afficher juste un Hello World tout simple. Lors de l'exécution de ce code, en fait, ce qui va se passer, c'est que Rust va détecter que la variable Toto, à l'issue du main, ne servira plus à rien. Et du coup, va venir déclencher un événement qui s'appelle l'événement de drop, qui va dire au système, je n'ai plus besoin de Toto, il pourra être libéré. Et ça, c'est fait à la compilation du programme. Ce qui donne au moment de l'exécution Hello World, puisque c'est la dernière instruction de notre main, puis le Toto doit mourir, puisqu'on va sortir du contexte de la fonction main. Visuellement, c'est le drop qui est exécuté sur la structure Toto, qui va venir déclencher un événement de libération de la mémoire dans la heap. Mais ça, c'est des instructions qui vont être rajoutées directement dans le code qui va être compilé. Et du coup, c'est dans l'exécutable que vous allez avoir le free. Et vous ne l'avez pas rajouté vous-même. C'est vraiment le langage, au moment de la compilation, qui a rajouté ça. Lorsque cet événement a été déclenché, on a libéré la mémoire heap, et donc on peut aussi virer ce qui s'est passé dans la stack. C'est au moment de la sortie du programme que ça se passe. Et étant donné que la stack est automatique, la libération l'est aussi. En Rust, tout est une question de contexte. Donc là, par exemple, on va avoir à nouveau une invocation d'un nouveau Toto que l'on va passer dans une fonction. Contrairement à certains langages où on va avoir un passage par recopie, là, on va avoir plutôt un mécanisme qui va venir déplacer complètement une variable. En Rust, on appelle ça un move. Et donc, cette fonction it va venir faire un print dans la fonction it. Et une fois que l'on sort de la fonction it, on va faire fin du programme. Hop. Ce qui fait que lorsque... Bon alors. Ce qui fait que lorsque l'on exécute notre code, on va avoir d'abord dans la fonction it, puis le Toto doit mourir. Et là, ça change par rapport à ce qu'on avait sur le main, puis fin du programme. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a créé Toto dans le contexte de main. On a déplacé Toto dans it. Donc ça signifie que pour le contexte de main, Toto n'existe plus. Et donc, la responsabilité de la libération de la mémoire ne repose plus sur le contexte de main, mais sur le contexte de la méthode it. C'est pour ça que l'événement de drop est réalisé à l'intérieur
de cette fonction hit. Et que l'on n'a pas un deuxième événement de drop qui apparaît dans le contexte de main. Visuellement, ce qui s'est passé dans la mémoire, c'est on a créé notre invocation de Toto qui a créé une zone mémoire au moment de l'allocation de la chaîne de caractères. On est venu copier uniquement la partie stack dans le contexte de hit, mais la zone mémoire, elle, n'a pas été dupliquée. On a fait juste que faire bouger le pointeur de la case Toto qui était dans main vers la case Toto qui est dans hit. Et lorsque l'événement de drop a été exécuté, en fait, l'événement de drop a été exécuté pour le contexte de hit. Et comme tout est automatique, après, on est venu libérer les différentes étapes dans la mémoire stack. Alors, voilà. En Rust, il y a la possibilité de pouvoir cloner de la donnée. Donc, un clone, c'est juste, on prend la donnée et on la duplique. Mais du coup, on duplique également ce qui se passe dans la mémoire heap. On fait une copie dans la stack, mais on fait aussi une réallocation de mémoire à l'intérieur de la mémoire heap, et on vient créer un nouveau pointeur, et on vient dupliquer la donnée pour créer deux copies parfaites et distinctes de notre donnée. Ce qui fait que lorsque on est en train de manipuler de la donnée clonée en Rust, donc là par exemple j'ai mon Toto que je viens cloner pour faire un Toto clone, je déplace mon Toto clone du contexte main pour l'amener dans le contexte de notre méthode hit. Et ce qui va se passer, c'est que la responsabilité de Toto va être conservée par le contexte de main. Par contre, la responsabilité de la méthode, de la variable TotoClone va être prise par hit. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver à avoir un drop à l'intérieur de hit et un drop à l'intérieur de main. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Donc on va avoir notre Toto qui pointe vers une zone mémoire dans la heap, un Toto clone qui pointe vers une autre zone mémoire dans la heap. Lorsque l'on va sortir du contexte de hit, parce que hit est en train de se finir, on va exécuter l'événement de drop, on va libérer cette mémoire dans la heap, sans toucher à ce qui a pu se passer dans main. Et lorsque l'on va terminer le contexte main, cette fois-ci, on va réexécuter un autre drop pour venir libérer réellement la mémoire de Toto et non plus celle de TotoClone. En Rust, tout est une question de propriété. Par exemple, si on fait une nouvelle allocation, donc là on crée un Toto, on a une méthode qui s'appelle giveback. Donc cette méthode giveback prend en paramètre un Toto. Et lorsque cette, cette fonction retourne elle-même un Toto. Donc ça veut dire que on prend quelque chose dans la méthode main, on le déplace dans giveback, et giveback va justement nous retourner ce Toto. Ce Toto que l'on va venir associer à une autre variable qui va être Toto2. Lorsque l'on va exécuter ce code, on va avoir un print qui va faire un giveback, le hello world, et finalement le Toto doit mourir. Pourquoi? Parce que, en fait, étant donné que on a pris Toto
on l'a déplacé dans giveback, donc main a perdu la responsabilité de Toto. Giveback a pris cette responsabilité, mais étant donné que giveback renvoie à nouveau cette responsabilité à main, main reprend cette responsabilité, et du coup, en fait, le drop ne s'exécute pas dans giveback, mais dans le main. Et il n'y a pas de drop pour Toto, puisque Toto n'existe plus, étant donné qu'elle a déjà été déplacée dans giveback. Mais c'est pas possible. Pourquoi il veut tourner? Je sais pas. Visuellement, ce qui se passe, c'est on va avoir notre Toto dans le main. On va déplacer la propriété dans giveback. Et au retour, on va repartir dans l'autre sens. La variable dans la heap, enfin la mémoire dans la heap n'a jamais bougé. On a fait juste que déplacer des choses dans la stack. Et donc à la fin de l'exécution de notre main, c'est à ce moment-là que l'événement de drop va s'exécuter et que l'on va réellement libérer la mémoire. Vous voyez le nombre d'opérations qui a pu se passer dans le système et qui est totalement implicite pour le développeur. Le développeur, il a simplement écrit son code en fonction de ce qu'il avait besoin. Et c'est Rust qui est venu créer toutes les opérations de libération de la mémoire au moment où il y avait besoin, pour éviter justement toutes les opérations, les problèmes qu'on pouvait avoir avec les leaks, les free et tout ça. En Rust, on a un dernier concept qui est le prêt de data. Donc, il est possible de créer quelque chose dans un certain contexte, donc ici la méthode main, d'avoir une fonction qui prend plus la variable en elle-même, mais une référence à cette variable. Ici, c'est des références en read-only. Il y a aussi un concept de mutabilité, mais ça demanderait beaucoup plus de temps d'en parler. Si vous avez 15 heures, on peut en parler. Mais donc cette fonction len ne fait pas grand-chose, elle fait juste un petit print. Et donc on se retrouve à avoir notre land et le world, et Toto doit mourir. Pourquoi? En fait, parce que cette méthode len ne possède pas la responsabilité de la libération de la mémoire. C'est toujours main en fait qui l'a conservé. On a juste dit, tu peux utiliser en lecture seule le contenu de Toto, mais c'est pas à toi de venir libérer la mémoire. Et c'est pour ça que Rust n'a pas été maître de free à l'issue de l'exécution de la méthode len. Si on fait un petit dessin, ça va nous donner quelque chose comme ça. On va avoir notre variable Toto, où on va aller chez le notaire, on va créer un acte notarié en disant « Moi, main, je dis que je prête la lecture de cette variable. » Et cet acte notarié, on va venir le déplacer dans le contexte de l'end, qui va pouvoir faire des choses sur notre toto.data. Il ne pourra pas écrire dedans, mais par contre, il pourra lire. Une fois que l'end a fait ce qu'il avait à faire, en fait, il va dire j'en ai plus besoin. L'acte notarié va être détruit et fin de l'histoire. Et comme personne d'autre n'utilise Toto, le mécanisme de drop va se remettre en marche et du coup, on va venir libérer la mémoire à l'issue de l'exécution de main. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir et Toto, qui va être une référence à Toto, et que ce Toto référence de la mémoire dans la heap. On va venir déplacer ce etoto dans l'end, et du coup, on va avoir une double indirection qui va se faire au moment de la lecture de la donnée au niveau de l'end. Lorsque on quitte le fonctionnement de l'end, en fait, la référence, elle disparaît. Le Toto reste vivant
tant que main existe. Et à partir du moment où main meurt, on vient déclencher l'événement de drop qui vient réaliser la libération de la mémoire. Et pareil, vous n'avez pas eu besoin de réfléchir à ce que vous étiez en train de faire. Vous avez juste, en tant que développeur, voulu faire une référence. Vous avez fait votre référence, vous avez utilisé la référence comme vous aviez besoin. Mais vous n'êtes pas posé la question de « Attends, là j'ai fait une référence, j'ai passé la référence dans la fonction. Est-ce qu'il faut que je la libère maintenant? Oui, mais peut-être que quelqu'un d'autre en a besoin. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Rust fait tout pour vous. Une référence, on va pouvoir la prêter plusieurs fois. Donc, on va pouvoir avoir une multiplicité de l'utilisation de cette référence. Ce qui donne land, hello world et Toto est détruit. Puisque, en fait, c'est juste une duplication du même code avec le même fonctionnement où on va venir utiliser les mêmes mécanismes de là, on l'a prêté une fois, là, on l'a prêté une deuxième fois. Et comme ici, on n'est pas dans un contexte où on modifie de la donnée, on peut faire ce genre de choses. Par contre, il y a des opérations qui ne sont pas possibles, et du coup, c'est là qu'on rentre dans le borrowed checker. J'ai mis un juge, mais je ne sais pas si on le voit bien. Si, on le voit assez bien. C'est un peu le juge de paix en Rust, et celui qui va être un petit peu, comment on va dire, un peu cassant quand on n'a pas fait de Rust dans sa vie. On se retrouve à... Attends, mais si, je sais développer. Et puis en fait, quand on lit les messages d'erreur de Rust, de plus en plus, on va... Ah oui, j'avais pas vu que si je faisais ça, ça allait casser ça, ça... Et en fait, le langage Rust est fait de manière à aider le développeur à mieux coder, dont sur la manipulation de la donnée. Par exemple, on alloue de la donnée, on crée une référence sur cette donnée, on donne à manger à une fonction drop. Cette fonction drop, étant donné qu'elle prend la variable, on va appliquer le fonctionnement qu'on a eu avec la méthode it. Du coup, on va venir déplacer la variable, drop va se terminer. Comme elle a récupéré la responsabilité de la libération de la mémoire, à l'issue de drop, en fait, Toto, il est mort, il n'existe plus. Et donc, si on essaye ensuite de venir réaliser le prêt de Toto, on peut faire une référence sur quelque chose. Sauf que derrière, en fait, la mémoire HIP, elle a été libérée. Et du coup, en fait, ça compilera pas. Le borrowed checker va arriver et va vous dire non, mec, ça peut pas marcher. Tu peux essayer de le faire, mais là, tu viens de faire justement un early free. Donc, on revoit ton code, fais les choses différemment, mais ça passera pas. Et donc, on va se retrouver visuellement à avoir notre méthode, notre Toto qui va être déplacé dans drop. Sauf que le compilateur va nous dire le déplacement de cette variable est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu veux le prêter juste après. Et ces messages-là sont un tout petit peu énigmatiques lorsque on débute le Rust, parce que justement, si on vient du JavaScript, ça n'a pas beaucoup de sens parce que tout est référence. Si on fait du Java, ce genre de choses, on ne le voit pas du tout. Et si on fait du C, on est, entre guillemets, trop bas niveau pour avoir le fait d'avoir de l'implicité sur la libération de la mémoire. Et du coup, on est dans un entre-deux qui fait que ça devient un peu compliqué intellectuellement. Mais en suivant proprement le compilateur, on commence à devenir de plus en plus apte à faire les choses. Et je m'aperçois que j'ai été beaucoup plus rapide à parler que je pensais. Du coup, merci beaucoup de m'avoir écouté.
Si vous voulez approfondir le sujet, j'ai 3 articles sur mon blog. Donc, il y en a un qui s'appelle Pourquoi faire du Rust. Un deuxième s'appelle Move référence. Non, Move copy référence. Et le dernier, c'est le borrow checker. Et là, je vais beaucoup plus dans le détail, où justement on parle de la mutabilité des références et tout l'enfer que ça peut être intellectuellement si on n'avait pas Rust pour nous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que ça marche? Ouais. Merci, c'était hyper intéressant. J'avais une question justement sur l'événement drop et Ouais. comment il est trigger. C'est à la fin de l'exécution de la fonction quand on enlève de la stack. T'as déjà fait un peu d'assembleur ou pas? Un petit peu. Un petit peu? Bah, dis-toi que c'est explicitement écrit dans le code assembleur au moment de la compilation du programme. En fait, il définit la ST. Au moment où il sait qui va disparaître à quel moment, il va venir réellement écrire l'opération de free sur le pointeur. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, mais j'imagine qu'au niveau assembleur, c'est très manuel parce que du coup, là-dessus, c'est plutôt au moment où il sort de la fonction. Donc, du coup, dans la plupart des langages, on désalloue les arguments qui sont mis sur la stack. Ouais. Là-dessus, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il dit là, je vais rajouter une instruction de free de toute la mémoire que la fonction avait en responsabilité. C'est exactement ça. Merci. Ouais. Enfin, fais le tour. Ou tu le jettes, mais... Ma question, c'était est-ce que Rust gère de l'asynchrone, par exemple, Oui. je fais une requête HTTP, etc. Et comment se comporte du coup? Est-ce que le compilateur est capable de déterminer que le traitement est asynchrone et donc il ne faudra pas de suite désallouer la mémoire Oui. mais que okay. Oui. Fait En fait, il y a ce qu'on appelle des arcs, asynchronous reference count, qui vont venir compter le nombre de références, et à chaque fois qu'on va avoir des événements de drop qui vont s'exécuter dans n'importe quel thread de l'exécution du programme, on va venir décrémenter, et à partir du moment où on arrive à 0, c'est que plus personne l'utilise, et là on réalise le vrai drop qui va venir faire l'opération de libération de la mémoire. Je fais ma pub, mais il y a bientôt un article sur la synchrone. Alors déjà, l'événement de drop, il est synchrone dans le programme. Il est écrit en dur dans l'exécution du programme. Non, donc c'est pas un event, du coup Non, l'event, c'est une invocation, quoi. Oui, c'est Voilà. parce que je suis en vulgarisation, on va dire. D'accord. Pour mes petits dessins, oui, c'est vraiment synchrone dans l'exécution. C'est comme en fait la slide où je montrais. Attendez. Ah voilà. C'est vraiment ça en fait qui se passe dans du code Rust. On va vraiment avoir les free qui vont être placés pile au bon moment. Ok. Donc c'est traité dans le même thread, hein, contrairement au garbage collector qui lui est exactement dans un thread différent. Et ma deuxième question, c'était concernant justement le partage de références. Ouais. Si on veut stocker une variable membre ou quoi que ce soit. Parce que là, j'ai vu que le move, que l'équivalent des L-value-ref, enfin des const L-value-ref en C++, mais l'équivalent du shared pointer, il y a un équivalent en Rust? Oui, on va utiliser les reference count, par exemple. Oui. Si on a envie, on peut essayer de faire des listes doublement chaînées, mais le Rust est vraiment pas fait pour faire ce genre de choses. J'ai déjà essayé de le faire, et c'est vraiment l'enfer. Parce que le Rust, étant donné qu'il évite qu'on ait 2 références mutables qui pointent vers le même endroit pour aller modifier de la donnée, on est obligé de faire des choses un peu compliquées qui consistent à vérifier le borrow check, non plus à la compilation,
mais à l'exécution du programme. Et du coup, ça crée des choses qui sont assez compliquées à intellectualiser, on va dire. Ouais. Mais des gens très intelligents ont déjà fait les listes doublement enchaînées, on n'est pas obligé de les faire nous-mêmes en Rust. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'on peut juste afficher le Oui. premier code Rust, le diapo, là, pour un support? Le premier, Oui, n'importe lequel, je pense que ça fera l'affaire. on va prendre le... Pardon. Ouf, Pardon. désolé, hein, je suis long. Ça, par exemple? Voilà, typiquement, là. Qu'est-ce qui se passe si on appelle 2 fois de suite hit toto? Après l'appel de hit toto dans main, est-ce Ah, qu'on peut encore il va te utiliser, dire que la variable toto a été déjà déplacée. Et du coup, tu peux pas utiliser quelque chose donc qui il a y a déjà aucun été... moyen d'utiliser 2 fois la même variable dans une fonction de suite? Si, via les références ou via le clone. Le clone, si tu sais que ce que tu vas cloner est suffisamment petit pour être cloné. Et la référence, si tu es en train de manipuler un truc qui est mouse. Et d'ailleurs, il y a des outils en Rust qui vont te dire ouais, tu es en train d'essayer de cloner un truc, mais je sais qu'il est gros. T'es sûr que tu as envie de cloner ce gros machin là? Ok, merci. Et du coup, le clone, est-ce qu'il est fait en profondeur ou est-ce que s'il y a mis un niveau de structure où on stocke une référence, ça va juste dupliquer la référence ou ça va dupliquer en profondeur la donnée? En fait, chacune de tes strats, si tu as une structure qui est nested, vont avoir eux-mêmes une implémentation de clone. Et s'ils n'ont pas une implémentation de clone, ils ont ce qu'on appelle une implémentation de copie. Donc la copie, c'est automatique. Le clone, c'est explicite. C'est le développeur qui doit dire « je veux cloner ». Copie, c'est automatique. Copie, ça va être pour tous les types primitifs. Clone, ça va être pour tout ce qui va être vraiment alloué dans la heap. Et donc, lorsque tu vas exécuter le clone de ta structure, l'événement de dire que je veux cloner va se répercuter. Et donc, lorsque on est en train de développer en Rust, si une partie de la structure n'est pas clonable et qu'on veut cloner, ça compilera pas. Il va juste me dire, bah, là, il manque un truc. Et la magie de Rust, c'est qu'on peut juste rajouter une annotation clone et ça rend clonable presque n'importe quoi. Presque. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si on voulait éviter le clone par rapport si on a des gros objets ou etc. Et qu'on veut passer un objet à une méthode qu'on veut modifier dans la méthode, on ne peut pas utiliser de référence du coup? Si, c'est pour ça qu'il faut 15 heures pour expliquer ce bordel. Mais on a la possibilité d'avoir des références mutables. Mais du coup, on rentre dans une deuxième règle du borrow checker, qui est que on n'a pas le droit d'avoir plus d'une référence mutable vivante à un instant T. Donc, si on a envie de vouloir modifier de plusieurs endroits du code une même zone mémoire, il va falloir qu'on passe par d'autres mécanismes qui vont venir faire les garde-fous. En fait, c'est comme les histoires des mutex et des sémaphores dans d'autres langages, qui vont venir faire les garde-fous pour dire bah là, moi, je prends la responsabilité de modifier la donnée et personne d'autre ne va la modifier sans qu'on se rende compte qu'elle a été modifiée. En fait, le Rust, sa genèse, c'est Samsung qui avait besoin de faire un nouveau moteur de rendu pour son navigateur Internet. Et les moteurs de l'époque, c'était surtout pour des infrastructures monocœurs. Donc, ils avaient besoin de quelque chose qui était capable d'exploiter l'intégralité des cœurs des nouveaux smartphones qui sont plus puissants que les ordi de la NASA. Et donc, ils sont venus voir Mozilla et il y avait un petit side project dans un coin qui s'appelait Rust. Ils ont pris ce side project et ils se sont aperçus, mais en fait, ça règle absolument toute la problématique qu'il pouvait y avoir sur la gestion de la mémoire dans une infrastructure multi-process, multi-thread.
Merci. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, la théorie de l'algorithme de libération de mémoire de Rust, finalement, elle est assez simple. Ah, elle est très simple. Et du coup, je me disais, déjà, est-ce qu'il y a d'autres langages avant Rust qui ont tenté des implémentations de ce genre de choses, des proto-implémentations de cette idée-là? Oui, mais ça n'a jamais été utilisé pour faire des vrais langages. J'ai vu des papiers de recherche qui en parlaient, parce que la personne qui a créé Rust, il ne l'a pas fait de nowhere, il avait une culture de ce qui existait déjà. Je peux rechercher le nom du langage qui l'a utilisé. On m'en a parlé quand j'avais été au camping des speakers du truc, mais ouais, le camping des speakers, on boit pas mal aussi. J'avais fait cette conf à 21h30. Donc, Très bien, merci. Il y a peut-être le temps pour une dernière question. Est-ce que tu as des exemples d'usage en production? un petit usage, ouais. On est en train de développer des bases de données serverless, et du coup on le fait en Rust parce que c'est extrêmement performant et que on peut gérer du multi-thread très facilement sans avoir des problèmes de libération de la mémoire ou de freeze. Et si vous voulez parler des bases de données serverless... Au tout début de la présentation, je me demandais pourquoi c'était pas fait via un système de closure un peu où dès que tu as accès à une variable, en fait, c'est accessible un peu par tout le monde. Et finalement, c'est le principe de l'end un peu que tu montrais. Et du coup, pourquoi c'est pas ça qui est un peu fait par défaut un peu tout le temps? C'est-à-dire que tant que tu as accès à la variable, tu peux accéder à la valeur et c'est libéré quand Parce que là, on est dans des concepts, dans des exemples extrêmement simples. Mais quand le code commence à s'élargir et partir dans des libs, revenir, machin, bidule, manipuler des closures, ça peut être un petit peu plus complexe que juste manipuler une variable toute simple qui a une logique qui est implicite, mais qui est prouvée comme étant efficace, on va dire. Parce qu'effectivement, ce qui a l'air assez difficile, je trouve, là-dedans, c'est typiquement dans le code, ici, dans main, tu as Toto. Tu passes Toto à une variable, puis après tu veux réutiliser Toto, et c'est plus possible. Oui, mais tu as toujours accès au symbole Toto dans ton code, quoi. Comme je disais, de toute façon, le compilateur Rust ne te laissera pas passer et il t'expliquera pourquoi tu es dans l'erreur. Donc, en vrai, c'est assez sécurisant de développer en Rust. Et ça, est-ce qu'il y a des... Alors, je suis totalement convaincu du truc. Est-ce qu'il y a des IDE qui arrivent à te dire directement dans ton code que voilà, Toto n'est plus accessible finalement, si je réutilise Toto juste après le hit? J'ai fait une conf au Luxembourg sur les outils de Rust et du coup je montre le différent tooling. Et je pourrais vous mettre le lien sur Twitter si vous avez envie des différentes slides. Sur les outils de Rust, et on a un outil qui s'appelle Clippy qui est capable de nous donner beaucoup d'informations, et en plus on a le compilateur qui va nous mettre des petites vagues rouges pour nous dire oui bon bah t'essayes d'utiliser mais en fait ça n'existe plus, donc tu peux essayer de compiler mais bon voilà. Fini. Et ben merci beaucoup.